Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors souvenez-vous, le 31 mai dernier, il y a eu une catastrophe ici dans le Loiret puisqu'il y a eu d'importantes inondations. 6 mois après, il nous a semblé intéressant d'aller à la rencontre des agriculteurs, des éleveurs de cette région pour voir si tout se remettait en place. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, mes petites truies de Bolivie, attention, ça mouille. On vous fait faire un flashback, pas des plus agréables, vers la fin du mois de mai, quand l'agriculture française a littéralement pris l'eau. 6 mois après les événements, quel bilan peut-on en tirer ? On vous donne des éléments de réponse grâce au témoignage de Cédric Benoît et de l'agriculteur du Loiret, Jean-François Delouche. Quoi d'autre ? Eh bien, on va parler de... sexe. Ouais, avec une nouvelle façon de diffuser des confuseurs sexuels au sommet des châtaigniers pour se débarrasser des parasites des châtaignes. Je vous sens déçu. Et vous verrez aussi qu'une nouvelle étape a été franchie au niveau du co-farming. C'est y part les loulous, le nouvel épisode de Power Boost c'est maintenant et... Enjoy! Entre ceux qui décident les réglementations à la Commission européenne et les fabricants de tracteurs, les relations sont actuellement glaciales. En cause, la décision de l'Union européenne d'imposer le système de freinage ABS sur les tracteurs homologués pour des vitesses de 40 à 60 km/h. Pour les constructeurs, cette réglementation supplémentaire ne répond à aucune logique. Elle augmentera encore les charges de fabrication et donc le prix final de la machine. Les industriels estiment que la faible visibilité des tracteurs sur route et leur faible vitesse par rapport au reste du trafic sont les deux principales causes d'accidents. Les fabricants de tracteurs demandent donc à l'Union européenne d'abandonner cette mesure sur l'ABS, mais de se concentrer sur l'élaboration d'une meilleure signalétique des tracteurs. Cédric Benoît, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes président de la FDSEA du Loiret. C'est vrai que dans la semaine du 31 mai dernier, il y a eu une inondation centenaire. Aujourd'hui, est-ce que vous savez concrètement quel est le nombre d'agriculteurs qui ont été concernés ? Alors pour les intempéries, c'est la totalité. Et pour les inondations, on évalue à peu près à 400 personnes, 400 exploitations qui ont été touchées directement par des inondations. Combien d'agriculteurs vont mettre la clé sous la porte ? Alors tout dépendra de 2017. Je pense que si on a un rebond, on fait un pari sur l'avenir. Si on a un rebond sur 2017, on va en sauver un maximum. Et si jamais on repart sur une année type 2016, là par contre, ça pourrait être la catastrophe. Alors aujourd'hui, avec près de 6 mois de recul, qui n'a pas tenu ses engagements ? Alors concernant les assureurs privés, tous les assureurs privés ou groupes mutualistes ont tenu leurs engagements. Concernant l'État, on n'a pas eu l'électrochoc espéré concernant l'entretien des rivières. Et puis par rapport aux indemnités de calamité agricole, par exemple, on sait que c'est 25% d'un produit brut standard maximum. Et d'un certain sens, j'ai envie de dire, quand on a un problème et qu'on pense que l'État va résoudre ce problème, on a souvent deux problèmes. Donc il vaut mieux se débrouiller soi-même. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Jean-François Delouche, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur, céréalier, puis aussi éleveur. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé dans la nuit 31 mai dernier au 1er juin ? Suite aux pluies incessantes, donc l'eau a monté là, au niveau des bâtiments. Et puis je pensais que ça ne monterait pas très haut, puis en fait ça n'a jamais arrêté de monter. Et puis dans la nuit du 31 au 1er, les vaches ont été inondées. Et puis on a été obligé de tout déménager dans la journée du 1er juin. Mais jusqu'à quelle hauteur les vaches avaient de l'eau ? Le matin à 5 heures, dans la stabule, ils avaient déjà de l'eau jusqu'au ventre et donc ils étaient déjà affolés. Donc on les a déménagés dans l'hangar un peu plus haut. Et puis vers 10 heures du matin, cet hangar-là était encore inondé. Et donc on a pris la décision vers 13 heures de tout déménager chez des voisins. C'est-à-dire que vous les avez répartis sur plusieurs voisins, plusieurs stabulations ? Dans 5 exploitations différentes, oui. Et comme c'est des vaches laitières, on allait faire la traite à 4 places différentes. Comme on est 4 associés, on avait chacun notre lieu d'hébergement temporaire. Voilà. Et côté matériel, est-ce que certains tracteurs ont été noyés ?
À part un tracteur qui sert au rabotage, qui a noyé en partie, on l'a remis en marche. Bon, il y a un peu de mayonnaise dedans, mais bon, il tourne toujours. Bon, il n'a pas une valeur, une très grosse valeur. En revanche, vous avez perdu l'ensilage. Côté silo, oui, bon, c'est ce qui nous a pénalisé le plus pour l'été, pour la production laitière. Bon, on nous a dit qu'il faut le faire manger, mais bon, ça nous a engendré des problèmes sanitaires, mamie de cellules, assez importantes. Et pourquoi, en termes de production aujourd'hui, vous n'avez pas encore tiré ? Eh bien, disons que le stress du déménagement, il y a 2/3 des vaches qui l'ont très mal accepté. Et donc ces vaches-là ont chuté en lait et certaines on a été obligé de les tarir beaucoup plus tôt, donc ce qui a fait une perte de lait. Et puis bon, certaines qui étaient prévues avec lait qui ont avorté. Puis le problème des mammites et cellules qui fait baisser la production, quoi. En plus de ça, un été très chaud par-dessus le marché, donc qui a quand même pénalisé beaucoup le troupeau. Mais est-ce qu'aujourd'hui, 6 mois après, est-ce que vous avez retrouvé un niveau normal de lactation ? Non, actuellement, on n'est pas revenu au niveau qu'on devrait être. Là, je pense que dans le mois de décembre, on va revenir à peu près à notre production journalière, je crois à peu près normale. Par contre, en volume total, on est encore en dessous parce qu'il nous manque des vaches. L'effectif, on est toujours à 5-6 vaches en moins par rapport à la normale, donc ça nous fait un manque de lait. Et je crois qu'en janvier, avec tous les vélages que l'on a, on devrait retrouver une situation à peu près normale. Alors Jean-François, on va se retrouver près de votre robot qui a été noyé, mais je vous invite à présent à découvrir un sujet. Vous le savez, il y a des vers qui s'attaquent aux châtaignes, c'est un véritable problème, et justement les nouvelles technologies peuvent apporter une réponse grâce à des drones. Dans la castanéiculture, pour les profanes, la culture des châtaigniers, les confuseurs sexuels sont un bon moyen de se débarrasser des parasites qui pondent leurs œufs dans les châtaignes. Mais leur pose dans les vergers reste plutôt complexe. C'est pourquoi Invenio a préféré opter pour la pose des confuseurs sexuels dans les vergers par drone. Effectivement, ces outils permettent de poser très rapidement les diffuseurs d'hormones bien à la cime des arbres, condition nécessaire pour optimiser l'efficacité de la solution. Pour l'instant, des drones transportant 6 diffuseurs sont à l'essai. Mais à long terme, ils pourraient en transporter une trentaine au cours d'un vol de 10 à 12 minutes. Nous espérons pouvoir traiter 1 hectare par heure. Les premiers essais seront faits en 2017 sur quelques hectares. Et nous pensons avoir une solution de prestation disponible en 2018. Le coût de cette prestation a été estimé à 500-600 € par hectare. Jean-François, montrez-nous jusqu'où est arrivée l'eau. Eh bien, au maximum, elle est arrivée à ce niveau-là. Donc évidemment, tout était noyé. Le technicien est venu rapidement le remettre en route. Combien de temps vous avez pas pu l'utiliser ? Donc il a été arrêté pendant 2 semaines. Et donc dès que l'eau s'est retirée, il est venu faire le constat de tout ce qu'il fallait changer et il a commandé. Mais tout n'est pas arrivé tout de suite. Enfin, il a remis en route il s'est arrêté le 1er, il a remis en route le 15. Et il a mis 1 semaine à avoir toutes les pièces nécessaires, mais ça nous a permis de commencer à traire et puis de remettre en route, quoi. Et la facture a été salée ? 27 000 €. Et justement, est-ce que les assurances ont bien honoré donc ce qu'elles devaient vous payer ? Eh bien, disons que c'est à peine fini. Sur la partie robot, ils nous ont mis une vétusté, je trouve, un petit peu élevée, donc on doit la renégocier la semaine prochaine. Mais bon, disons qu'ils ont été très professionnels, ils nous ont versé des acomptes pour pouvoir payer déjà les pensions des vaches chez les voisins et puis pour permettre de payer les réparations du robot et puis du tank à lait. Et puis l'État ? À l'État, rien. J'ai juste eu la visite d'une commission en vue d'aide en calamité agricole. Mais ils nous ont laissé entendre qu'il ne fallait pas espérer grand-chose ou alors vraiment dans très longtemps. Au moins, ils ne vous ont pas menti. Tout à fait.
Alors vous connaissez le co-farming, il s'agit de cette solution qui vous permet d'échanger, de partager le matériel entre agriculteurs. Alors c'est vrai qu'en France on a été pionniers, mais vous allez voir à l'échelle mondiale, il y a de plus en plus de plateformes de ce type. Quel est le point commun entre les agriculteurs indiens et français ? Des récentes récoltes catastrophiques en raison des conditions climatiques défavorables, mais aussi désormais la possibilité de louer des tracteurs à un autre agriculteur en passant par un site internet. En effet, à l'image du service proposé par WeFarmUp aux agriculteurs français, le géant indien Mahindra a lancé la plateforme de location Tringo. L'agriculteur indien pourra ainsi louer son matériel à une exploitation voisine. Seul problème, seulement 40% des exploitations indiennes sont mécanisées. Pour appuyer son offre, Mahindra fera également appel à des franchisés qui proposeront des machines en location. Enfin, il sera possible de louer non seulement le matériel sur Tringo, mais aussi les services du professionnel qui sera à la manœuvre de l'engin. Jean-François, ce qu'on voit, c'est que quand même il y a des Karcher, il y a différents matériels que vous n'avez pas pu récupérer. Oui, il y a beaucoup de petits matériels qui ont été perdus. Alors vous êtes céréalier en même temps, et là vous avez eu plutôt du nez puisque vous aviez conservé votre assurance récolte. Exactement. Il y a un de mes fils qui voulait arrêter cette assurance aléa climatique parce qu'on ne s'en servait pas. Et puis bon, moi personnellement, je lui ai dit, on a commencé, on va continuer. On sait qu'elle déclenche à 25%, est-ce qu'au final ça vaut le coup ou pas ? Disons qu'on ne pensait pas qu'une année comme cette année pouvait arriver, mais la preuve que oui. Et donc là, on avait jusqu'à 50-60% de baisse sur certaines cultures. Hein. Et au final, vous allez récupérer combien l'hectare ? Disons que ça correspond à environ 300 € de l'hectare sur nos surfaces céréalières, qui vont nous permettre d'éponger un peu les difficultés, quoi. Et toute dernière question, je ne vous le souhaite pas du tout bien sûr, mais on ne sait jamais. Si jamais ça se repassait, est-ce que vous en avez tiré les enseignements ? Qu'est-ce que vous feriez ? Disons que j'aurais jamais cru que ça monterait si haut, mais je pense qu'on aurait moyen de s'organiser pour éviter que ça fasse barrage au-dessus de chez nous. Et peut-être déjà si on pouvait sauver le robot de l'eau, au cas où ça recommence, ça serait déjà bien. Bon, merci beaucoup pour votre accueil ici dans votre exploitation. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous rappelle que pour tout savoir sur le machinisme, c'est très simple. Il faut lire notre média partenaire machinismeactualité.com. Voilà, je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine. Excellente semaine.